Bonjour à tous et à toutes, comment ça va? J'espère que bien. Je m'appelle Shirley Rincon. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire du français. Premièrement, je vais vous dire la définition du français, de l'histoire du français. Après, je vais vous présenter les époques pendant que la langue française a été développée. Et finalement, je vais vous finir avec les résumés ou la conclusion. Bon, l'histoire du français ou de la langue française. Le français est une langue romane, c'est-à-dire une langue issue du latin vulgaire. Elle est parlée en France ainsi qu'en Belgique, au Canada, au Luxembourg, en Suisse et dans 50 autres pays, principalement localisés en Afrique, ayant pour la plupart fait partie de l'ancien empire colonial français ainsi que la République démocratique du Congo, d'ancien Congo belge. La langue française a cette particularité que son développement a été en partie l'œuvre de groupes intellectuels comme la Pléiade ou d'institutions comme l'Académie française. C'est une langue dite académique, toutefois. L'usage garde de ces trois et nombreux sont ceux qui malaxeront cette langue vivante, au premier rang desquels Molière. On parle d'ailleurs de langue de Molière. Le gouvernement français tente de prendre des mesures pour protéger l'intégrité de la langue. Ainsi, le 7 janvier 1972, il promulgue le décret numéro 72.9 relatif à l'enrichissement de la langue française. Bon, dans ce moment, je vais vous parler des époques, de la période, etc. La première période, c'est la période gallo-romane, la langue rustique. Néanmoins, le terme est si utilisé par Dante ont connu beaucoup de succès, bien que ce terme ne recouvre pas les mêmes aires linguistiques ni les mêmes régions que nous. L'Empire carolingien est la naissance du plus ancien français, et aussi nous pouvons trouver les conséquences linguistiques. Toute cette période concerne la préhistoire du français, car il s'agit de l'histoire du latin au roman. Une langue multiple, variété qui prendra des formes différentes selon qu'elle était parlée au nord ou au-dessus du territoire gallo-romain. Comme toujours, ce sont des événements politiques et militaires qui finiront par assurer la disparition du latin et l'émergence des langues romaines, lesquelles donneront naissance au français, à l'occitan, à l'espagnol, etc. La deuxième période, c'est la période féodale, l'ancien français. Nous pouvons trouver la naissance du français. On cite la naissance du français vers le 4e siècle, alors qu'il faut attendre le 5e siècle ou le 6e siècle pour l'italien, l'espagnol ou l'occitan. Excusez-moi. À cette époque, les gens du peuple étaient tous unilingues et parlaient l'un ou l'autre de nombreux dialectes alors en usage en France. Sur les lettres écrivées en antique d'église, appelé alors le latin des lettres, aujourd'hui le latin ecclésiastique, et communiqué entre eux par cette langue. Dans certains mots, les consonnes nasales MN, comme on les connaît en français contemporain, avaient déjà perdu leur articulation propre à la finale dans des mots comme pan, fin, pont, blanc, prendre, et fait la consonne nasale était combinée avec la voyelle qui la précède et on ne la prononçait plus, et c'est même si elle était conservée dans la graphie, pain, bon, femme, etc.
La prononciation des voyelles, comparée au système consonantique, le système vocalique voyelle est encore plus complexe en ancien français du deuxième cycle. En fait, on a peine à imaginer aujourd'hui cette surabondance de articulations vocaliques voyelles dont était caractérisée l'ancienne langue française. Nous pouvons trouver 9 voyelles orales. Nous pouvons trouver aussi 5 voyelles nasales. Nous pouvons trouver 11 diphtongues orales, 5 diphtongues nasalisés et finalement 3 diphtongues. Et ce système donnait un total impressionnant de 33 voyelles. Le français moderne en compte maintenant 16 et par rapport aux autres langues, on peut considérer que c'est déjà beaucoup. Nous pouvons trouver aussi la grammaire, aussi les articles. Comme vous savez, nous pouvons trouver les articles indéfinis et l'article défini. Et l'article indéfini, antérieurement, a été, par exemple, le masculin, excusez-moi, masculin singulier 1, masculin pluriel 1, féminin singulier 1, féminin pluriel 1 avec S à la fin du mot. Nous pouvons trouver aussi l'emploi du genre si c'est féminin ou masculin et le participe passé qui est le temps et la phrase. Bon, les troisième époque, les troisième période, c'est une période sombre. Les moyens français. S'ouvrit une période sombre pour la France qui sombre dans un état d'anarchie et de misère. C'est l'une des époques les plus agitées de l'histoire de ce pays au point de vue sociopolitique. Guerre des Cent Ans avec l'Angleterre, guerre civile, peste, famine, etc. Nous pouvons trouver aussi l'emploi du français dans les actes officiels de l'époque de Philippe le Bel, 1268 jusqu'à 1314. On avait commencé à employer plus ou moins régulièrement les François au lieu du latin dans les actes officiels. Nous pouvons trouver aussi les conséquences de la guerre des Cent Ans et aussi l'état du moyen français. Cette longue période d'instabilité politique, sociale et économique favorise un mouvement de relâchement linguistique. La deuxième période, c'est la Renaissance, l'affirmation du français. Et nous pouvons trouver, par exemple, les conséquences de la réforme. Quoi qu'il en soit, la réforme entraîne le déclin du latin en introduisant l'usage de langues vulgaires, vernaculaires, dans les cultes et les écritures. Nous pouvons trouver aussi la découverte du Nouveau Monde, le français comme langue officielle. Est-ce que vous croyez que le français c'est une langue officielle? D'accord. À la fin du XVe siècle, qui avait des conflits militaires, l'expansion du français s'est trouvée renforcée. Les rois de France avaient désormais une arme permanente et ses immenses brassages et la population mal par les guerres n'ont pu que favoriser le français auprès des soldats patoisants. Avec ses 20 millions d'habitants, la France restait le pays le plus peuplé d'Europe et les impôts rendaient les rois de France plus riches. Nous pouvons trouver aussi l'expansion du français en France et les doublettes. C'est aussi à cette époque que nous devons une augmentation importante de doublettes, même si ce processus était apparu de la début de l'ancien français à la Renaissance. Les doublettes deviendront l'une des manifestations courantes du renouvellement du vocabulaire. Aussi, nous pouvons trouver le fameux participe passé
de Marotte. Les suivantes époques, c'est le français au grand cycle. Et ici, nous pouvons trouver la langue littéraire. La langue littéraire de cette époque semble moins une entreprise individuelle qu'une œuvre collective, amorcée par Malherbe, puis poursuivie par une élite aristocratique et bourgeoise, au sein de laquelle les grammairiens eurent le premier rôle. Tous ces gens feront de la langue française une forme d'art qu'ils s'imposeront à la société cultivée du Paris. Et aussi, nous pouvons trouver l'état de la langue française. L'autre époque, c'est la Révolution et la langue nationale du français, 1789 jusqu'à 1870, la Révolution française. Cette période d'instabilité commença avec la Révolution, alors que le français devient aussitôt la langue de la Révolution française. Et aussi la tour de Babel, dialecte. Aussi, nous pouvons trouver l'instruction publique. La Révolution allait mettre l'éducation à l'ordre du jour. La Constitution du 3 septembre 1791, qui ne fut jamais appliquée, rangeait l'instruction publique parmi les dispositions fondamentales garanties par la Constitution. Aussi, dans la suivante époque, le français contemporain. À la fin du siècle XIV, le français est à peu près tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le vocabulaire a continué s'enrichir avec le parlementarisme de la Troisième République, 1870 et jusqu'à 1940. Il fallut néanmoins quelques décennies d'efforts dans les écoles pour tenter de faire disparaître les idiomes parlés par les Français ruraux. Puis la Première Guerre mondiale jeta les hommes de France pêle-mêle dans toutes les directions, colonies comprises. Aussi, nous pouvons trouver les autres pays francophones. En Belgique, le décret réglemente l'emploi de la langue française dans le domaine de la radio-télévision et des relations sociales entre les employeurs et leur personnel. Le décret sur la défense de la langue française du 12 juillet 1978 imposait l'usage de termes français à la place de termes étrangers dans une série d'actes et de documents d'intérêt public. Cette mesure visait notamment à combattre les anglicismes. Et finalement, les emprunts et la langue française. Les phénomènes d'échange linguistique. Nous pouvons trouver les causes des emprunts. Les principaux cas des emprunts linguistiques sont les guerres, le commerce et la colonisation. Quand on regarde la carte de l'Europe, on remarque que les pays voisins de la France, particulièrement de la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et l'Italie, ont transmis beaucoup plus de mots à la langue française que d'autres pays. Nous pouvons trouver un processus d'enrichissement ou d'assimilation, les organismes de contrôle, l'apport de langue ancienne au français. L'apport de langue ancienne au français qui ont influencé le français sont le latin, le grec et le francique, ainsi que dans une moindre mesure le gaulois. Quand on parle du latin, il s'agit d'abord du latin populaire, parlé par les peuples, puis du latin classique au moment de l'Empire, ainsi que du grec ancien et de la langue celtique des Gaulois, conquis par les Romains. Pour
finir avec le francique, une langue germanique parlée par les Francs qui ont envahi en 450 le nord de la Gaule romaine. Aussi, nous pouvons trouver l'apport de langues modernes, les mots arabes, les mots italiens, l'apport du français régional et des langues périphériques, le français régional. Dans le français régional de France a aussi contribué à enrichir la langue française standard. En effet, beaucoup de termes régionaux en France, en Belgique, en Suisse ou au Canada, Québec, se sont introduits dans le français normatif. En France même, le terme employé en occitan ou dans les langues d'où il constitue un atout important pour l'enrichissement du français. L'expression langue régionale ne renvoie pas nécessairement à la même signification en France. Et aussi, nous pouvons trouver les langues périphériques, sont parlées dans des régions situées en périphérie et à l'exception du wallon et du corse. Ce ne sont pas des langues romanes. Nous pouvons trouver les noms géographiques et les patronymes. La langue française, c'est aussi enrichi de nombreux noms propres proviennent de divers pays. Par exemple, le terme Angora vient du mot Ankara, Turquie. Et aussi, nous pouvons trouver les mots français dans les autres langues. Et finalement, nous pouvons trouver l'influence du français sur l'anglais et sur autres langues que nous pouvons trouver dans le monde. Et j'ai finalement la conclusion, un petit résumé. Le français est une langue très importante dans tout le monde parce que beaucoup de personnes parlent aujourd'hui cette langue. C'est la langue de l'amour. C'est une langue très facile pour l'enseignement. Et comme vous pouvez écouter et vous pouvez regarder dans la télévision, le français a été en développement pendant le temps jusqu'à aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé les vidéos. Je m'appelle Shirley Rincon et c'est tout pour aujourd'hui.